Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les membranes plasmiques. Donc ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à voir les vidéos précédentes qui traitent de la membrane plasmique, notamment celles qui traitent de la diversité des échanges transmembranaires passifs. Et aujourd'hui, on va donc travailler sur la diversité des échanges transmembranaires actifs. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'un transport actif? Donc contrairement au transport passif, le transport actif, c'est un transport qui se fait toujours contre le sens du gradient de la molécule qui est transportée. Donc on va contre le sens du gradient. Donc on va voir des exemples juste après. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'une énergie. On a besoin d'activer ce transport parce qu'on va contre le sens logique, passif, de diffusion simple, qui est censé se passer dans la molécule. Donc c'est ce qu'on a ici. Le transport actif signifie qu'il y a besoin d'énergie pour effectuer le transport. On a donc un couplage à l'échelle de la cellule. Donc couplage avec une réaction exergonique, bien sûr, qui libère de l'énergie. Donc exergonique libère de l'énergie, endergonique a besoin d'énergie. Donc un couplage dans une cellule sera toujours entre une réaction ou un transport endergonique et quelque chose d'exergonique, parce qu'on a besoin d'une source et d'un puits d'énergie. Donc ici, le puits d'énergie, le transport est endergonique, il a besoin d'énergie, il est donc couplé à une réaction exergonique. Justement, en fonction de la manière dont l'énergie est fournie, on a les transports actifs primaires et les transports actifs secondaires. Donc dans un premier temps, les transports actifs primaires sont ceux qui ont une réaction exergonique où on a directement une hydrolyse d'ATP qui libère de l'énergie. Donc je me rappelle plus exactement, mais je pense que ça libère 38 kJ, quelque chose comme ça. Faut vérifier le chiffre, mais dans l'idée. Donc, un transport actif primaire, on va avoir directement un financement en énergie par l'hydrolyse d'ATP, donc au sein du même complexe. Alors que les transports actifs secondaires sont ceux qui sont indirectement financés par l'hydrolyse d'ATP. Ici, on a les trois types de transporteurs qu'on peut avoir. On peut avoir des unipores, des sympores et des antipores. Donc un unipore, comme son nom l'indique, c'est un transporteur actif, donc il peut être primaire ou secondaire, ça dépend. Ici on a l'exemple d'un unipore primaire. C'est-à-dire qu'à travers ce transporteur actif, on a une molécule qui passe, donc unipore. Et ici on voit bien qu'il est primaire, celui-ci, parce qu'on a directement hydrolyse d'ATP, donc ATP plus H2O donne ADP plus pi, et l'énergie lors de cette réaction chimique qui est libérée, hop, elle permet de faire passer une molécule contre ce sens du gradient. C'est donc un transport actif primaire et c'est un unipore. On peut également avoir des sympores. Donc les sympores, c'est des transporteurs actifs, qui peuvent être primaires ou secondaires, qui laissent passer deux molécules dans le même sens. Donc ici, par exemple, on a une molécule qui passe contre son gradient. Donc la verte ici, elle passe contre son gradient. Mais ici, on a une rouge qui passe dans le sens de son gradient. Donc en fait, ici, le transport est secondaire, ok, parce que l'énergie de l'ATP, elle est indirecte. Donc pour être plus clair, on va reprendre cet exemple-là. En fait, ici, l'ATP est utilisé et crée ce gradient-là, parce que comme on en met toutes les molécules là-bas, la consommation d'ATP permet de créer un gradient. Et donc en fait, comme cette molécule rouge, elle repasse ensuite dans l'autre sens, par simple diffusion, elle libère de l'énergie. Le passage de cette molécule libère de l'énergie parce qu'elle suit tout simplement son gradient. Il y en a trop ici, donc elles vont là. Mais en utilisant ce sympore secondaire, ça permet de libérer de l'énergie et d'entraîner une molécule qui, elle, remonte le gradient. Donc c'est ce qu'on va voir après. Et ici, enfin, on a toujours un transport actif, parce que c'est comme la vidéo, mais il est antipore. Donc pareil, on a la molécule rouge qui passe de ce côté-là, parce qu'elle est dans le sens de son gradient. Comme elle est dans le sens de son gradient, son passage libère de l'énergie. Et en libérant de l'énergie, ça permet de faire passer une molécule, contre le sens de son gradient. Mais c'est un antipore parce que ça passe dans les sens inverses, donc antipore. Alors, premier exemple, très important, la pompe ATPase Na+, K+. Donc, déjà, premier réflexe, on regarde ce qu'il y a dans la pompe. Il y en a deux, donc c'est forcément un antipore ou un sympore. On voit que le Na+ va dans un sens, le K+ va dans l'autre sens. On a donc un antipore. Donc la pompe ATPase Na+, K+, est un antipore.
on voit qu'on a consommation directe d'ATP, c'est donc un transporteur actif primaire. Et donc ce qui se passe ici, donc on est par exemple au niveau d'une entérocyte, on a le Na+, qui va contre son gradient. Donc on voit bien qu'il y a plus de Na+ ici, mais pourtant le Na+ monte quand même. Donc comment ça se fait? En fait, on a le Na+ qui passe contre son gradient, hydrolyse d'ATP, on le relâche, et on fait rentrer du K+ de l'autre côté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un cycle, donc on a fixation du Na+, on a la conformation qui le permet, donc on a par exemple ici les 3 ronds, donc le système clé-serrure, on a perte de conformation pour le K+, donc le K+ est relâché, hop, hydrolyse de l'ATP, on a libération d'énergie, changement de conformation, on passe de C1 en C2, donc en C2, on relâche les Na+ de l'autre côté parce qu'on n'a plus la même conformation, mais du coup on a regagné la conformation du K+, qui, une fois qu'il se fixe, nouveau changement de conformation, on régénère, on coupe en fait cette liaison phosphate qui libère de l'énergie, hop, et on revient en C1. Donc cette pompe ATPase Na+, K+, permet de faire passer à la fois des Na+, contre le sens du gradient, et à la fois des K+, contre le sens du gradient. Donc ça, c'est ce qui permet de maintenir une concentration en Na+, inégale, en fait, des deux côtés. Et cette concentration Na+, c'est une source d'énergie qui est utilisée pour cet exemple-là. En effet, ici, on a le sympore Na+ glucose. Donc le sympore Na+ glucose, on voit bien qu'on a deux molécules qui passent à travers le transporteur actif, dans le même sens, c'est un sympore. Donc ici, est-ce qu'on a un transport actif primaire ou un transport actif secondaire? Je vous laisse un petit peu de temps. On a un transport actif secondaire. Parce que la molécule de Na+, va dans le sens de son gradient. Donc c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. En fait, c'est exactement le même exemple que celui-ci. C'est la même chose. Donc si vous aviez compris tout à l'heure, celui-là c'est pareil. Et si vous n'aviez pas compris, je vous réexplique. Donc le gradient de Na+, fait qu'il y a plus de Na+, en haut qu'en bas. Donc naturellement, par diffusion, le Na+, passe de l'autre côté, et en passant de l'autre côté et en essayant de rétablir l'équilibre, il libère de l'énergie. C'est une réaction exergonique qui, couplée au glucose qui doit lui descendre, même s'il y a déjà plus de glucose en bas, donc ça c'est contre le sens du gradient, on a besoin d'un transport actif, donc l'énergie vient du Na+, qui passe, en même temps que le glucose. Donc le sympore Na+ glucose est un transporteur actif secondaire, et c'est un sympore. Donc ici, normalement, c'est très important dans le cas de l'entérocyte, parce qu'en fait, les cellules de l'entérocyte sont censées prélever le glucose de l'intestin, mais on a déjà plus de glucose à l'intérieur. Donc comment ça se fait qu'on puisse puiser du glucose, même si on en a déjà plus dans le cytosol de l'entérocyte? Et ben c'est grâce à ce sympore qui, malgré le fait qu'on ait déjà beaucoup de glucose dans la cellule qui en puise au maximum, parce que c'est l'objectif des cellules entérocytes, c'est lors de la digestion, de prélever un maximum de glucose dans les intestins, et ben c'est possible grâce au glucose et au sympore Na-glucose. Et c'est aussi grâce à la pompe ATPase Na+, K+, qui permet de maintenir ce gradient, de mettre ce gradient en place, parce que c'est elle qui est responsable de ce gradient-là, en fait. Et ce gradient-là, c'est le même, et il est source d'énergie pour ce sympore. Donc, l'ATP finance la pompe ATPase Na+, K+, qui, en mettant en place ce gradient, finance le sympore Na+ glucose et permet l'entrée de glucose dans la cellule. On arrive à la fin, donc un petit résumé. Le transport est dit actif s'il a besoin d'être couplé à une réaction exergonique pour être réalisé. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Couplage dans une cellule, une réaction endergonique, donc qui est le passage contre le sens du gradient, est forcément couplé à une réaction exergonique, donc qui est soit l'hydrolyse d'ATP, soit le passage d'un ion selon son gradient. Donc le transport de la molécule se fait toujours contre son gradient pour la molécule en question. Donc ici, il faut bien faire attention que la molécule en question dans le sympore, c'est le glucose. Le Na+, lui, il passe dans le sens de son gradient, mais le glucose, il est bien contre son gradient. Il existe aussi des transferts actifs primaires et secondaires, donc comme on a vu, en fonction de l'utilisation directe ou non d'ATP. Il existe aussi des unipores, sympores et antipores.
Donc par exemple, des unipores peuvent être primaires ou secondaires, sympores primaires ou secondaires, antipores primaires ou secondaires. Ça dépend de la nature du transporteur. Et enfin, l'ensemble de ces échanges sont primordiaux, notamment au sein de la cellule entérocyte. Donc comme on a vu juste avant, c'est un fonctionnement global à l'échelle de la cellule qui permet ici, grâce à l'ATP, de mettre en place un gradient de sodium, Na+, qui est ensuite utilisé par un autre transporteur actif, le sympore, qui tire l'énergie du gradient mis en place et grâce à ça, on couple à ça une réaction endergonique qui est l'entrée de glucose dans le cytosol de l'entérocyte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les transports actifs vous a plu. Donc il y a plusieurs exemples, d'autres exemples sur les transports actifs, primaires, secondaires. Donc là, on est arrivé à un stade où on a vu les transports actifs, les transports passifs et le fait que la membrane est une mosaïque moléculaire fluide. La vidéo d'ensuite sera sur les transferts de particules volumineuses. Donc là, on est sur des petites molécules, petites particules. Ensuite, on devra faire les particules volumineuses, donc ça va être les endocytoses et l'exocytose. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous encourage fortement à laisser un commentaire. Comme ça, moi, ça me permet de m'améliorer. Si vous voulez vous abonner pour ne rien rater, ça fait plaisir aussi. Mettre un petit pouce. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.